Les abus de la mémoire, Tzvetan Todorov. Résumé. En cette fin de millénaire, écrit Tzvetan Todorov, les Européens, et tout particulièrement les Français, semblent littéralement obsédés par un culte, celui de la mémoire. Cette ferveur compulsive participe d'abord de la nostalgie, mais elle se présente aussi comme un devoir, une injonction. Certes, nous devons faire en sorte que soit maintenu vivant le souvenir, mais il est contestable que la mémoire se trouve sacralisée, ce qui est une autre manière de la rendre stérile. Poussé à ses extrémités, le culte de la mémoire est abusif. Il nous détourne du présent et de l'avenir. Or, c'est au présent et à l'avenir qu'il s'agit de penser. Le racisme, la xénophobie, l'exclusion qui frappe les autres aujourd'hui ne sont pas identiques à celles d'hier. Pas plus que ne le seront les barbaries de demain. Sans effet polémique, mais avec netteté, Tzvetan Todorov lance ici un débat brûlant. La mémoire menacée. Les régimes totalitaires du XXe siècle ont révélé l'existence d'un danger insoupçonné auparavant, celui de l'effacement de la mémoire. Ce n'est pas que l'ignorance ne soit de tout temps, ni même la destruction systématique des documents et des monuments. On sait, pour prendre un exemple éloigné de nous dans le temps et dans l'espace, que l'empereur aztèque Izqueotl, au début du XVe siècle, avait ordonné la destruction de toutes les stèles et de tous les livres pour pouvoir recomposer la tradition à sa façon. Les conquistadors espagnols, un siècle plus tard, s'employèrent à leur tour à effacer et brûler toutes les traces témoignant de l'ancienne grandeur des vaincus. Mais, n'étant pas totalitaires, ces régimes ne s'attaquaient qu'au dépôt officiel de la mémoire, en laissant survivre bien d'autres de ses formes, par exemple les récits oraux ou la poésie. Ayant compris que la conquête des terres et des hommes passait par celle de l'information et de la communication, les tyrannies du XXe siècle ont systématisé leur mainmise sur la mémoire et ont voulu la contrôler jusque dans ses recoins les plus secrets. Ces tentatives ont été parfois mises en échec, mais il est certain que, dans d'autres cas, que nous sommes par définition incapables de recenser, les traces du passé ont été éliminées avec succès. Les exemples d'une mainmise moins parfaite sur la mémoire sont innombrables et bien connus. L'histoire entière du Reich millénaire peut être relue comme une guerre contre la mémoire, écrit avec raison Primo Levi. Mais on pourrait en dire autant de celle de l'URSS ou de la Chine communiste. Les traces de ce qui a existé sont ou bien effacées, ou bien maquillées et transformées. Les mensonges et les inventions se mettent à la place de la réalité. On interdit de chercher et de diffuser la vérité. Tous les moyens sont bons pour parvenir à son but. On déterre les cadavres dans les camps de concentration pour les brûler et disperser ensuite les cendres. On manipule savamment les photographies, censées dire vraies, pour écarter des souvenirs gênants. On réécrit l'histoire à chaque changement d'équipe dirigeante et on demande aux lecteurs de l'encyclopédie de découper eux-mêmes les pages devenues indésirables. On fusille, dit-on, les mouettes aux îles Sowolki pour qu'elles ne puissent emporter les messages des détenus. La nécessaire occultation d'actions jugées pourtant essentielles conduit à des positions paradoxales, comme celle que résume la célèbre phrase de Himmler à propos de la solution finale. C'est une page glorieuse de notre histoire qui n'a jamais été écrite et ne le sera jamais. C'est sans doute parce que les régimes totalitaires font du contrôle de l'information une priorité que leurs ennemis, à leur tour, s'emploient d'emblée à mettre cette politique en échec. La connaissance et la compréhension du régime totalitaire, et plus particulièrement de son institution extrême, les camps, est d'abord un moyen de survie pour les détenus. Mais il y a plus. Informer le monde sur les camps est le meilleur moyen de les combattre. Atteindre ce but n'a pas de prix. C'est pourquoi, sans doute, les bagnards de Sibérie se coupaient un doigt et l'attachaient à l'un de ces troncs d'arbres qu'on envoyait flotter le long du fleuve. Mieux qu'une bouteille lancée à la mer, il indiquait à celui qui le découvrait par quelle espèce de bûcheron l'arbre avait été abattu. L'information qui se répand permet de sauver des vies humaines. La déportation des Juifs de Hongrie s'arrête parce que Vrba et Wetzler parviennent à s'enfuir d'Auschwitz et à transmettre un rapport sur ce qui s'y passe. Les risques de cette activité, bien entendu, ne sont pas à négliger. C'est parce qu'il a réussi à témoigner qu'Anatoly Marchenko, un ancien du Goulag, retournera au camp et qu'il y trouvera la mort. On comprend aisément, dès lors, pourquoi la mémoire s'est trouvée pourvue d'un tel prestige aux yeux de tous les ennemis du totalitarisme. Pourquoi tout acte de réminiscence, fût-il le plus humble, a pu être assimilé à la résistance antitotalitaire.
avant d'être accaparé par une organisation antisémite, le mot russe Pamjat, mémoire, servait de titre à une remarquable série publiée en Samizdat. La reconstitution du passé était déjà perçue comme un acte d'opposition au pouvoir. Peut-être sous l'influence de quelques écrivains de talent qui ont vécu dans des pays totalitaires, cette valorisation de la mémoire, cette mise en accusation de l'oubli, s'est répandue ces dernières années hors de son contexte d'origine. On entend souvent aujourd'hui une critique des démocraties libérales de l'Europe occidentale ou de l'Amérique du Nord, qui leur reprochent de contribuer à leur tour au dépérissement de la mémoire, au règne de l'oubli. Précipités dans une consommation de plus en plus rapide d'informations, nous serions voués à leur élimination tout aussi accélérée, coupés de nos traditions et abrutis par les exigences d'une société de loisirs, dépourvus de curiosité spirituelle comme de familiarité avec les grandes œuvres du passé. Nous serions condamnés à célébrer allègrement l'oubli et à nous contenter de vaines jouissances de l'instant. La mémoire serait menacée ici, non plus par l'effacement des informations, mais par leur surabondance. Ainsi, de manière moins brutale mais finalement plus efficace car ne suscitant pas notre résistance, faisons de nous au contraire les agents consentants de cette marche vers l'oubli. Les États démocratiques conduiraient leur population au même but que les régimes totalitaires, c'est-à-dire au règne de la barbarie. Morphologie. Mais à se généraliser ainsi, l'éloge inconditionnel de la mémoire, la flétrissure rituelle de l'oubli deviennent à leur tour problématiques. La charge émotive de tout ce qui a trait au passé totalitaire est grande, et ceux qui l'éprouvent se méfient des efforts de clarification des appels à une analyse précédant le jugement. Mais les enjeux de la mémoire sont trop grands pour être laissés à l'enthousiasme ou à la colère. Il faut d'abord rappeler une évidence, c'est que la mémoire ne s'oppose nullement à l'oubli. Les deux termes qui forment contraste sont l'effacement, l'oubli, et la conservation. La mémoire est toujours et nécessairement une interaction des deux. La restitution intégrale du passé est une chose bien sûr impossible, mais qu'un Borges a réimaginé dans son histoire de Funes El Memorioso, et par ailleurs effrayante. La mémoire, elle, est forcément une sélection. Certains traits de l'événement seront conservés, d'autres sont immédiatement ou progressivement écartés et donc oubliés. C'est bien pourquoi il est profondément déroutant de voir appeler mémoire la capacité qu'ont les ordinateurs de conserver l'information. Il manque à cette dernière opération un trait constitutif de la mémoire, à savoir la sélection. Conserver sans choisir n'est pas encore un travail de mémoire. Ce que nous reprochons aux bourreaux hitlériens et staliniens n'est pas qu'ils retiennent certains éléments du passé plutôt que tous, nous-mêmes ne comptons pas procéder autrement, mais qu'ils s'arrogent le droit de contrôler le choix des éléments à retenir. Aucune instance supérieure dans l'État ne devrait pouvoir dire « Vous n'avez pas le droit de chercher par vous-même la vérité des faits. Ceux qui n'acceptent pas la version officielle du passé seront punis. » Il y va de la définition même de la vie en démocratie. Les individus comme les groupes ont le droit de savoir, donc aussi de connaître et de faire connaître leur propre histoire. Ce n'est pas au pouvoir central de le leur interdire ou permettre. C'est pourquoi du reste, la récente loi Guesso qui punit les élucubrations négationnistes est malvenue. Même si elle part de bonnes intentions, ce n'est pas à la loi de dire l'histoire. Il lui suffit de frapper la diffamation ou l'incitation à la haine raciale. Cela rappelé, une première distinction s'impose, celle entre le recouvrement du passé et son utilisation subséquente. Car il est essentiel de constater qu'aucun automatisme ne relie ces deux gestes. L'exigence de recouvrer le passé, de se souvenir, ne nous dit pas encore quel sera l'usage qu'on en fera. Chacun de ces actes a ses propres caractéristiques et paradoxes. La distinction, aussi nette soit-elle, n'implique pas l'isolement. Puisque la mémoire est sélection, il a bien fallu choisir parmi toutes les informations reçues au nom de certains critères, et ces critères, qu'ils aient été ou non conscients, serviront aussi, selon toute vraisemblance, à orienter l'utilisation que nous ferons du passé. Mais à un autre point de vue, celui de la légitimité et non plus de l'origine, il y a bien discontinuité. On ne peut justifier un usage fallacieux par la nécessité de se souvenir. Nul ne doit empêcher le recouvrement de la mémoire. Voilà le principe qui s'applique au premier processus. Lorsque les événements vécus par l'individu ou par le groupe sont de nature exceptionnelle ou tragique, ce droit devient un devoir, celui de se souvenir, celui de témoigner. On possède en France un exemple parfait de ce travail de recouvrement. C'est le mémorial des déportés juifs établi par Serge Klarsfeld. Les bourreaux nazis ont voulu annihiler leurs victimes sans laisser aucune trace.
Le mémorial rétablit avec une simplicité bouleversante les noms propres, les dates de naissance, celles de départ vers les camps d'extermination. Il rétablit ainsi les disparus dans leur dignité humaine. La vie a perdu contre la mort, mais la mémoire gagne dans son combat contre le néant. Rien de si simple ne peut être formulé cependant pour ce qui concerne le second processus, celui de l'utilisation de la mémoire, et par voie de conséquence, le rôle que le passé doit jouer dans le présent.